place au Mag Emploi sur KBFM. Et aujourd'hui, Pascal reçoit Sabine, Jean et Julien Roux pour nous parler de management et de la clarté mentale. Le Mag Emploi, Pascal Connen sur KBFM. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Alors bonjour Sabine, bonjour Julien. Bonjour. Sabine, déjà, pouvez-vous vous présenter ? Alors je suis Sabine Jean, dirigeante de la société Sabine Jean Consulting et j'accompagne et j'aide les entreprises à s'organiser et à se structurer pour se développer. D'accord. Et Julien ? Bonjour, donc moi c'est Julien Roux. Je suis donc le créateur d'Axe Émergent, un cabinet de coaching pour les dirigeants, pour les sortir de la saturation mentale. Ok. Alors donc aujourd'hui nous allons parler clarté mentale. Alors c'est quoi exactement la clarté mentale et voilà, nous dire un petit peu ce que c'est. Eh bien, pour parler de la clarté mentale, on va utiliser une métaphore en fait. C'est un peu seul sans parachute. Est-ce que vous avez déjà ressenti le sentiment d'être seul sans parachute ? Oui, plusieurs fois dans la vie des entrepreneurs en fait. Sauter dans le vide, perdre des repères entre le sol qu'on connaissait mais qu'on n'a plus, cette ligne d'horizon qui est devant nous, et en fait le sol se rapproche très très vite, et cette immensité qui s'étend devant nous en fait nous perturbe. Ok. Donc la saturation mentale, eh bien, c'est un peu ça aussi. D'accord. Donc la définition de la clarté mentale, c'est ça, d'accord. Enfin, la définition, ça serait une capacité à naviguer dans une complexité avec une vision claire et lucidité, en fait. C'est ça, la clarté mentale. D'accord. Et donc ça permet de prendre des décisions, des choses comme ça ? Ça permet de prendre des meilleures décisions, ça permet de garder de vue l'ensemble, avoir une vision globale sur l'entreprise, savoir communiquer efficacement et agir avec sérénité, en fait. Un mot important, ça. Très souvent, en fait, on va parler de clarté mentale, c'est un effet par rapport à une somme de choses qu'on va mettre en place. Donc, prendre des décisions alignées, garder en vue un ensemble, un périmètre pour éviter de se perdre dans les détails du quotidien, en fait, de savoir communiquer efficacement. Et puis, garder cet axe qu'on va beaucoup parler avec Sabine aujourd'hui, c'est de revenir vers la sérénité, en fait. Quand on est en clarté mentale, il y a quelque chose qui s'aligne avec la sérénité, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on perd pas mal de sérénité. C'est ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs ou à beaucoup de dirigeants, je pense aussi. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Alors justement, on a tendance à penser que les dirigeants et les managers sont souvent la tête dans le guidon de la saturation mentale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de choses et comment on aborde les choses pour en sortir ? Si on reprend un petit peu la métaphore que j'ai prise, seul sans parachute, imaginez, vous êtes en l'air. Il y a 3 millions de choses qui arrivent dans votre tête. L'altitude, la vitesse, le temps de chute, quand est-ce que vous allez tomber, comment vous allez tomber. Bref, c'est que du bonheur en fait. C'est comme dans l'entreprise. Le recrutement d'un jeune qui veut absolument partir à 16h le soir parce que il veut aller au foot ou toute autre activité. Mais sauf que vous avez des impératifs en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, votre calendrier de production, la ligne de production qui s'arrête à 19h, par exemple. Ouais, donc difficile de concilier les choses dans ces cas-là. Mais il y a aussi plein de trucs différents. C'est la recherche de nouveaux clients dans un marché qui est en chute libre. J'ai fait une webconférence avec une directrice opérationnelle d'une entreprise qui a réussi à faire 10% de chiffre d'affaires en plus sur un marché qui était en baisse de 7%. Pas mal. Donc, bon résultat, oui. Et puis, la saturation, c'est aussi quand on croule sous les papiers, quand on est dirigeant, avec le poids de l'administratif, les contraintes du quotidien, les problèmes de RH, tous ces... vous savez, ces fameux liasses CERFA qu'on entend parler un peu partout, là, quand on est dirigeant. Tout ça, en fait, ça vient saturer le quotidien. Et l'effet qu'il y a derrière, c'est qu'on perd la clarté mentale. On a l'impression un petit peu que le chef d'entreprise maintenant est à la base c'était un chef d'orchestre et là en fin de compte il finit par jouer de tous les instruments à la fois. Donc c'est aussi un peu ça, je pense, qui fait que c'est un peu le souci, sûrement. Un des problèmes que je vois dans les accompagnements que je fais avec les chefs d'entreprise, c'est que très souvent ce sont des experts de leur domaine
Et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, c'est qu'il y a des carences. Moi, je suis passé par là. J'étais co-gérant d'une grande PME où j'étais un expert dans l'optimisation des process de fabrication. Mais j'ai eu la chance de passer par la case management. Ouais. Et où j'ai fait un petit peu mes gammes, où je me suis entraîné, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Mais ce que je vois dans le monde de l'entreprise, c'est que ce sont des experts qui sont propulsés des fois à la tête de leur entreprise parce que tiens, je vais me mettre à mon compte. Oui, c'est souvent ça. Mais derrière tout ça, il y a plein de choses. Sabine, elle va pouvoir nous parler tout à l'heure d'un sujet qui est passionnant, c'est les process administratifs, parce que ça génère beaucoup de tensions. Mais pour revenir, il n'est plus à sa place, le chef d'entreprise. Ouais. Quelque part, je vais poser une question qui est un peu provoque, mais est-ce qu'il a déjà été à sa place? Oui, ça. Est-ce que l'expert qui devient chef d'entreprise est à sa place? Et le problème, c'est qu'il y a très rapidement de l'isolement. Il y a du surcontrôle, il y a un besoin de contrôle, d'aller contrôler, d'aller maîtriser. Donc du coup, derrière, il y a encore un autre effet qui se met en place, c'est la perte de confiance, l'isolement. Et on rentre dans la surréactivité. Ouais, c'est ça, il fait un peu le pompier en permanence, quoi. Voilà. Donc, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas être pompier. Mais si on est pompier 115% du temps, ouais. Pour la stratégie, ça devient très compliqué en fait. Oui, c'est ça, oui. Et si on reprend la métaphore de la chute libre et du saut en parachute, si on n'a pas de parachute et qu'on saute dans le vide, là on va vite être en saturation en fait. Parce que jusque-là tout va bien, on est en train de tomber, mais on a 36 millions de questions qui se posent dans notre tête. Oui, c'est ça. En fin de compte, c'est une époque où les choses vont très vite et du coup on est sans arrêt en train de réagir plutôt que d'agir, quoi. Un des effets, là Sabine, tu pourrais en parler, parce que dans le travail qu'on a fait ensemble, on est passé par cette case où tu t'es posé beaucoup de questions, en fait. Tout à fait. Moi, si je repars d'un dernier temps, oui, c'est effectivement le moment où on se dit, on est parti dans un tunnel, mais qui va tellement vite, en fait, c'est la chute libre, où plus rien n'a de sens. Tout est urgent, mais dans quel sens on prend les choses? Est-ce que si j'avais la chance d'avoir un parachute, je l'ouvre en premier ou j'attends une certaine altitude, ou est-ce que je prends ce qui vient, je prends une branche d'arbre, je prends un oiseau qui passe. Je me raccroche à ce que je peux. Je me raccroche à ce que je peux pour pouvoir avancer. Et dernièrement, effectivement, c'est sur cela qu'on a travaillé avec Julien dans la création de l'entreprise et dans l'évolution. Parce que notre cerveau, le mien en l'occurrence, fonctionne avec, je pense, 15 000 idées à la minute. Donc il faut vraiment pouvoir se poser, hiérarchiser, structurer tout cela. Donc si on ne le fait pas dès le point de départ de la création de l'entreprise ou de l'ouverture d'un service, parce que ça peut être le cas, ou réagir rapidement quand on voit qu'il y a une problématique à régler, on va continuer effectivement dans ce cercle vicieux, et puis on va finir par tomber effectivement et se ramasser royalement. Mais l'image effectivement de cette chute sans parachute, elle est vraiment très clairement, je l'ai vécue dans le passé, et aujourd'hui c'est complètement différent. On avance en posant les jalons pour une construction plus saine. Donc la saturation mentale sera moins présente que ce que j'ai pu obligatoirement vivre, et je vais agir plus vite. Et être moins sur la surréaction et dans gérer l'urgence et encore l'urgence et encore l'urgence. Et justement, quand on est un petit peu dans la surréaction comme ça, est-ce qu'il y a une notion de stratégie? Au bout d'un certain temps, on ne l'a plus. Non, on n'a plus la vision de la stratégie. Non, on perd... en fait, on perd de vue la stratégie et on va se raccrocher à des habitudes... alors, j'ai pas d'autres mots, des habitudes comportementales, en fait. C'est-à-dire qu'on va appeler ça de la tentative de solution. Oui. Tout simplement. C'est-à-dire que j'ai fait ça, et puis j'ai encore fait ça, et donc je crois avoir l'illusion d'un plan. Sauf... C'est l'illusion. C'est l'illusion. Mais j'ai dit un mot qui est important, j'ai dit « on croit ». Il y a une très grosse croyance qui s'installe, et quand je commence des accompagnements avec des chefs d'entreprise, je leur pose la question très rapidement « qu'est-ce que vous avez tenté ?» Je leur dis pas qu'est-ce que vous avez fait, c'est qu'est-ce que vous avez tenté. Alors, des fois, je peux être un peu provoque, je le sais, mais c'est de le dire, bon, ok, vous avez fait tout ça, bon, du coup, on va pas le refaire. Oui. Parce que
c'est pas que c'est bon ou mauvais, c'est que ça a emmené au résultat qui était là. Et là, je citerai Einstein, en fait. Il ne faut pas croire qu'en faisant encore plus de la même chose, je vais atteindre un résultat différent. Donc la tentative de solution, elle nous rassure. Mais elle ne fait qu'aggraver le système. C'est-à-dire qu'à chaque fois, notre système, il prend un tour de boucle en plus. Mmh. Et très souvent, ça va nous emmener vers quelque chose qui est l'isolement. Oui, c'est ça, oui. Et ceux qui nous écoutent, ils peuvent se reconnaître dans ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que, pourquoi on a pris la métaphore du gars qui saute sans parachute? Il est tout seul. Ouais. Et le chef d'entreprise, il est tout seul. Il s'isole. Plus il s'isole, plus il est en réaction. Plus il est en réaction, plus il est en perte de confiance. Et c'est un effet, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis passé par là quand j'étais chef d'entreprise. J'étais jusqu'au burn-out, à m'épuiser, mais je me suis enfermé dans mes tentatives de solution. Alors, il y a des choses qui ont réussi, il y a des choses qui ont moins bien réussi, mais il y a eu quand même, à un moment donné, où je me suis ressenti littéralement seul face à mes associés. Mmh. Donc, dans les difficultés de recrutement, dans les difficultés d'optimisation des processus, parce que une entreprise, elle évolue tout le temps. Et le mot que tu as dit tout à l'heure, c'est le temps va de plus en plus vite. Mm. On est arrivé aujourd'hui avec l'intelligence artificielle à faire des choses qu'on mettait peut-être 3 jours à faire, en quelques temps. Et en plus, sans vraiment y réfléchir, enfin quelque part. Voilà. Donc on perd la stratégie. Et pour moi, un chef d'entreprise, c'est un stratège. C'est quelqu'un qui a une vision qui est au-dessus, qui n'est pas forcément les mains tout le temps dans le cambouis, qui est capable de prendre de la hauteur pour pouvoir avoir des décisions qui ont un fort impact pour son entreprise et pour que tout le monde aille dans le même sens. Dans le même sens, oui. Voilà. C'est vrai que c'est hyper important. Parce qu'il y a quand même des statistiques qui sont un peu folles. 47%. Alors c'est une étude qui a été faite aux États-Unis et la même a été faite en Europe en 2021. 47% des managers ne comprennent pas la vision de leur chef d'entreprise. C'est vrai que c'est inquiétant, ça fait peur un peu. 69% des dirigeants ne vont pas aller échanger avec leurs collaborateurs parce que ça les stresse au quotidien, que la réponse qu'ils obtiennent n'est pas bonne. Ouais. Donc dans les deux cas, si on regarde, dans les deux cas, personne ne se comprend. Parce qu'on a de la saturation. Oui, chacun reste un petit peu dans ses certitudes et il n'y a pas vraiment d'échange positif. Parce que c'est une chose d'avoir un plan en tête. Mais c'en est une autre de l'exprimer et de le faire comprendre aux autres. C'est plus complexe. Si on va pas partir dans l'axe de la politique, mais des fois on écoute les politiques, ça nous passionne, ça nous intéresse, mais en fait on n'arrive pas à comprendre avec des mots simples vers où ils veulent aller. Ouais. Mais en entreprise, qu'on le veuille ou non, il y a des humains. Il y en aura toujours. Moi, ça revient de l'histoire de mon chef d'atelier qui me dit, un jour qui rentre dans mon bureau, qui me dit, ça serait pas plus simple si on avait des robots. Alors, je lui dis, oui, mais, faudra toujours un couillon pour appuyer sur les boutons. Quand même, heureusement. Et donc, si j'arrive pas à communiquer avec cette personne-là, j'aurai pas le résultat escompté. En fait, ce que je me rends compte aujourd'hui, dans tous les accompagnements que je fais, c'est que il y a déjà des gens hyper stressés au quotidien, qui n'arrivent pas à travailler à leur résilience. C'est-à-dire que toutes les informations arrivent. De tous les supports, avec, on va dire, des échelles et des fréquences comme assez élevées, ce qui les empêche de capter de l'information et donc de la retransmettre. Oui, c'est ça. Et en la retransmettant, ils n'arrivent pas à expliquer leur vision. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre le problème à l'envers. On va essayer de créer une stratégie pour la transmettre, alors que les fondations, si on prend une maison, on ne va pas construire une maison sur du sable. Non, c'est clair. Moi, je l'ai fait, avec mon cerveau, je l'ai tenté. C'était compliqué. C'est pas simple. Alors Sabine, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours et d'où tu en es maintenant, en fin de compte? Pourquoi un changement dans ta vie professionnelle?
Alors, on va repartir à peu près, un peu plus d'un an, pratiquement 2 ans et demi, 3 ans en arrière maintenant, où j'ai été embauchée pour ouvrir effectivement une agence de travail temporaire sur Saint-Brieuc spécialisée. Et effectivement, l'image du parachute, elle est là, puisque j'ai été recrutée sans le parachute. Donc il a fallu y aller, donc j'ai tout mené de front, qui a été effectivement l'ouverture, la création, le recrutement, le développement commercial, le développement des partenaires, le suivi de contrat, les payes, enfin tout ce qui est administratif, comptable de l'agence, et ça pendant une période de 6 mois. Et au bout de 6 mois, quand j'étais effectivement proche du sol et tout près de chuter très très loin, effectivement j'ai réussi à sortir la tête de l'eau et demander un recrutement. C'était trop tard. Derrière, ça a continué. On continue à travailler l'urgent, à être sur des rustines, sur du palliatif, mais on ne travaille pas sur le fond, qui a été le démarrage qui n'a pas été correctement mis en place. Donc on est là uniquement sur du fonctionnement, sur de l'automatisme, effectivement, de tâches, mais sans avoir de vision, puisque elle n'a pas été notifiée à la base par l'entreprise qui m'a recrutée, et avec pas forcément un objectif non plus très clair. Donc obligatoirement, moi, malgré mes compétences, mon expérience et toute la volonté que j'ai mis pour travailler, je ne pouvais pas mettre les choses en place convenablement. Et j'ai rencontré Julien. On s'est rencontrés sur un atelier partenaire, effectivement, où ce que Julien expliquait me parlait énormément sur effectivement cette vision, ces objectifs à atteindre. Et puis savoir s'écouter aussi quelque part ses ressentis, ça c'est quelque chose que j'avais quand même bien pris en compte. Et on a travaillé par le biais d'ateliers découvertes mensuelles sur des blocages que je pouvais avoir personnellement et professionnellement parlant. Et apprendre aussi effectivement à me connaître, parce que je pense que ça, en tant que dirigeant ou manager, c'est important de se connaître pour pouvoir éviter cette saturation mentale. Donc le chemin a été un peu long pour arriver à cette ouverture d'esprit, parce que je pense que c'est aussi une ouverture d'esprit, d'être capacité de voir qu'on est en saturation et qu'on n'a plus la clarté mentale. Ouais, c'est clair que c'est... C'est vrai que dans l'accompagnement que tu as fait, t'es rentré par un chemin qui était intéressant. C'était le petit pas, en fait. Et je vais rebondir sur ce qu'elle vient de dire, c'est très souvent, les gens en saturation mentale n'arrivent même pas à le percevoir, puisqu'ils sont eux-mêmes saturés. Et on a fait des petits pas ensemble. On a commencé par des ateliers découvertes, on a travaillé l'écoute de soi-même, l'écoute de nos besoins. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a remis un petit peu un état des lieux, des perturbations. Qu'est-ce qu'on a mis en place derrière pour stabiliser le système, pour aller vers une reprise de confiance, en fait. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça sera toujours ça. On va toujours parler de la même chose, c'est-à-dire, est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour prendre une décision dans l'entreprise ? Est-ce que je suis suffisamment confiance en moi pour de revenir dans ma posture de leader et plus de manager, en fait ? Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont des managers, mais être un leader inspiré, incarner les valeurs qu'on porte de l'entreprise, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Moi, je suis passé par là, c'est vraiment autre chose. C'est un autre métier, là. C'est un autre métier. Et donc, dans les accompagnements qu'on a fait, c'était ça. En plus, il y a eu la force du groupe. Il y a eu la force d'un groupe qui est présent plus ou moins depuis plus d'un an, c'est le même, avec des nouvelles personnes, mais c'est vrai que cette force d'un groupe, et c'est là qu'on parle de leader, ça a de l'importance, parce que le leader pour le groupe, pour le coup, c'est Julien, mais nous, également les uns avec les autres, on s'amène ce côté plus, ce côté positif que chacun a besoin. On a tous évolué différemment. Moi, je sais que la reprise de confiance en moi, elle est présente. Je me sens légitime dans beaucoup plus de choses. Et justement, dans ta vie privée, enfin, c'est peut-être un peu indiscret, mais ça se ressent aussi, je veux dire, cet accompagnement quelque part. Oui, parce que j'étais souvent cette personne qui restait un peu derrière les autres, ne pas se mettre en avant. Alors quand je dis se mettre en avant, c'est pas non plus partir dans l'exagération,
mais qui n'osait pas parler, qui n'osait pas exprimer ses idées, malgré les ambitions qu'on pouvait avoir au niveau professionnel ou un réseau social et amical assez important. J'étais toujours, voilà, je suis là, mais on me voit pas, c'est très bien. Et aujourd'hui, effectivement, grâce à tous ces ateliers, il y a aussi eu la formation sur les objectifs que l'on avait fait avec ma collègue à l'époque, avec Claudia, où on a pu travailler sur les objectifs et au-delà du professionnel, c'est travailler aussi sur le personnel. C'est-à-dire que c'est quoi mes objectifs aujourd'hui? C'est de m'épanouir. Complètement, oui. Mais d'un côté pro comme privé. Donc quand on parle de saturation mentale, c'est quand on arrive à déjà se dire tiens, j'aimerais bien avoir un équilibre vie pro, vie perso, on a dépassé quelque chose. En fait, on arrive, voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est un petit peu, on va dire, la partie... c'est les fondations. Et une fois qu'on arrive au-dessus, eh bien, on va aller vers la partie des interactions. C'est-à-dire, c'est tout ce que tu as découvert avec les formations sur les objectifs. Moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus, sur la conduite du changement par les objectifs. Où j'ai tout retrouvé, tout ce qu'on avait pu travailler sur les ateliers. Et les interactions, c'est hyper important parce que c'est s'écouter soi, écouter l'autre, c'est l'assertivité, l'écoute active, et c'est la capacité de questionnement aussi. Oui, complètement. En entreprise, savoir poser des questions. Quand on recrute, savoir poser des questions pour vérifier que... des justes questions sur les valeurs de l'entreprise. Connaître un peu la vision du salarié qui est en face de nous. Je prends juste l'exemple du recrutement, mais c'est comme le nœud du problème aujourd'hui. Il n'y a pas une journée où j'entends pas des chefs d'entreprise me dire qu'ils ont des problèmes de recrutement. Ouais, c'est général, oui. Mais c'est un effet, encore. La cause, c'est très souvent que l'on espère recruter quelqu'un qui va répondre à une somme de besoins complètement dingue. Ouais. Ouais, parce qu'il n'y a pas une vision réelle des choses. Non. Une bonne vision. Et je peux encore le témoigner, j'ai recruté des gens qui ne correspondaient pas au poste que je leur demandais parce que j'étais dans l'attente de quelque chose. C'est ça. Ouais. Alors qu'il doit contribuer à quelque chose. J'ai l'exemple d'une entreprise qui, quand je l'ai commencé à l'accompagner, m'a dit « Mon objectif, c'est d'avoir 50 salariés. » Ok, ambitieux. 9 mois et demi plus tard, elle me dit « Bon, avec 10, ça sera vachement bien. » Mais elle aura 10 personnes qui contribuent à sa vision et à sa vision stratégique, en fait. Et là, on a mis une vraie stratégie en place. Ouais. Parce que on a une stratégie sur le chiffre d'affaires avec des résultats, mais avec des gens qui contribuent pour atteindre. Oui, c'est ça, oui. Les gens sont... C'est plus un plan qui nous fait plaisir. C'est un vrai plan stratégique, en fait. Et ça demande du temps. Ce qu'on a fait un peu ensemble, sur la deuxième partie. Tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'après donc cette période et cette intermède entreprise-salariat, et le fait de reprendre confiance en soi, j'ai travaillé, j'étais sur la réflexion, et il y a eu effectivement ce moment où ce déclic où on se dit, je partage pas les mêmes valeurs que l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, j'ai plus la même vision. On fait quoi? Oui, c'est vrai que c'est difficile d'aller contre son propre tempérament. Disons qu'il y a ce qui est sécuritaire. On est salarié, on a un salaire qui tombe tous les mois, mais est-ce que ça a du sens? Aujourd'hui, on l'entend beaucoup, le sens de ce que l'on fait au travail. Et là, effectivement, j'ai décidé de quitter mon poste et de créer ma propre structure. Il y a une mise en danger quand même. Une mise en danger, mais en même temps une confiance, parce que pour le faire, il faut avoir quand même un peu confiance. Et avec Julien, on a travaillé sur la structuration de mes idées. Et effectivement, sur tout ce que j'ai à apporter et comment le faire pour que, effectivement, moi-même, mon entreprise propre soit fonctionne bien, et puis dès le début. Et pour pouvoir accompagner au mieux, effectivement, les entreprises à qui je vais pouvoir, effectivement, apporter mon expérience sur le sujet. Donc tout ça est important. Aujourd'hui, ça fait quelques mois, donc ça avance petit à petit, bien, ça se construit bien, et c'est d'avoir enfin quelqu'un, d'avoir ce parachute, effectivement, qui est Julien aujourd'hui, parce que c'est bien se faire coacher quand on démarre. Je sens que j'aurai pas ce problème-là, puisque je vais pouvoir y aller avec cette sérénité, cette clarté que j'ai besoin pour développer et aider au développement des entreprises.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est plus une demande que tu as formulée. C'est un véritable objectif avec un plan stratégique et une vision. Et quand elle explique sa vision, eh bien, les entreprises avec qui elle va travailler, parce qu'on en a encore débriefé ce matin, elles vont se reconnaître. Donc, c'est beaucoup moins épuisant de travailler comme ça. Ouais, c'est clair. Et des fois, on me pose la question, c'est quoi le principal danger pour un dirigeant ? Je vais répondre à une phrase, enfin un mot qui est un peu fort, c'est lui-même en fait. Lui-même, c'est ça, oui. Parce que des fois, on est en totale chute libre. On s'en rend même pas compte. C'est-à-dire qu'on va se raccrocher. Quand on a préparé l'émission, j'ai fait une blague sur... je suis tombé dans le ravin, mais je me suis raccroché à une pâquerette. Donc, il n'a pas fait... Il n'a pas rien fait, mais c'est limite une pâquerette. Et souvent, c'est compliqué dans le monde de l'entreprise. Ouais. Et moi, je me suis raccroché souvent à beaucoup de pâquerettes, en fait. Oui, c'est sûr, ouais, c'est souvent ça. Et j'étais en train de dire, non, mais j'ai fait quelque chose, oui. Mais est-ce que c'était contributif par rapport à la vision de mon entreprise, par rapport au plan que je me suis donné, et pas une tentative de solution ? Oui, et puis par rapport à l'énergie qu'on donne pour arriver à quelque chose de... Là, on arrive dans le truc qui est complètement dingue, c'est l'énergie qu'on va dépenser, la saturation mentale, les problèmes de sommeil, les problèmes d'isolement, l'agressivité, parce qu'on peut en parler ouvertement. Il y a des problèmes d'agressivité et le déséquilibre que tu as parlé, déséquilibre pro-perso, en fait. Oui, c'est important. Voilà. C'est vrai que c'est primordial. On passe du temps à travailler, mais on passe aussi du temps avec les gens qu'on aime, notre famille, nos amis. Et en fait, on se rend compte que tout ça, ça vient mettre un gros bazar. C'est vrai que c'est difficile d'être mal en entreprise et d'être bien dans le côté familial. Généralement, ça complique les choses quand même. Et dans les deux sens, en fait. Dans les deux sens. C'est très compliqué d'arriver au boulot avec des problèmes en plus et on reprend encore. Donc en fait, on se rend compte que à chaque fois, on est en pleine surcharge. Donc, je dirais aujourd'hui, pour pallier à ce problème sur nous-mêmes, c'est d'accepter à un moment donné, de se faire accompagner. Oui, il faut accepter ses faiblesses. Enfin, personne n'est capitaliser sur nos forces, accepter nos faiblesses, travailler nos forces, parce que moi je vois plein de chefs d'entreprise qui ont des forces, mais enfin c'est phénoménal souvent. Moi j'ai une passion pour les chefs d'entreprise parce qu'ils font partie des 10% des gens qui entreprennent, qui y vont en fait. En France, on a un petit problème avec ça, je pense, avec cette culture de... Sûrement. Voilà. Cette image un peu, qui est un peu faussée quelque part, en plus. Et d'accepter, de dire, ok, je me fais accompagner parce que on va mettre en place un plan, on va stabiliser le système, on va travailler cette capacité de communication pour pouvoir être sûr que mon message, il passe, en fait. Et est-ce que c'est des problèmes qu'on retrouve aussi bien dans les petites entreprises que dans les très grosses entreprises ? Oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont être plus gros dans les plus grosses entreprises parce qu'il y a l'inertie, mais on va retrouver les mêmes. Le problème... Pourtant, il y a des compétences quand même qui peuvent se rajouter, qui peuvent se... Oui, mais on va se retrouver par exemple dans le recrutement avec des fiches de poste. Oui. Qui ne sont pas forcément... Alors, c'est des super fiches de poste que quand on la lit en diagonale, on est soit directeur administratif ou soit responsable de je sais pas quoi, parce que c'est tellement énorme. Ou alors, le poste est même plus cadré. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir d'un collègue qui a reçu une fiche de poste, qu'il a fait lire à mon père, et mon père lui a dit accepte pas le truc, hein. Parce qu'en fait, tu as toutes les responsabilités, en fait. Oui, c'est ça. Et toi, tu l'as vu dans plein de... Moi, je l'ai vu dans beaucoup de recrutements que j'ai pu faire jusque derniers mois et même récemment, puisque j'ai postulé avant de prendre la décision d'ouvrir mon entreprise sur des postes où on me demandait effectivement pour moi, c'est même plus un mouton à 5 pattes. On demande, c'est des compétences. C'est des miracles. On peut pas faire de miracle, voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on peut pas demander tout et n'importe quoi aux salariés, même si c'est important qu'ils puissent apporter ses expériences et ses compétences.
Mais si on commence à faire des fiches de poste et avoir des postes qui englobent de la comptabilité, du recrutement, aller aussi sur la chaîne, parce qu'il faut donner un coup de main aux équipes, à préparer des commandes, s'il faut aller gérer, faire du commercial, non, à un moment donné, on perd. On fait tout mal. On fait tout mal, et c'est surtout l'entreprise ne va pas avancer comme ça. Et c'est aujourd'hui ce que beaucoup de patrons font. Beaucoup de dirigeants d'entreprise font. Ils sont sur la compensation parce qu'ils n'ont pas comme ils ont des problèmes de recrutement, peut-être qu'ils ils essayent de caser les choses comme ça en faisant des cubes, mais ça ne fonctionne pas bien. Non, voilà, ils sont sur de l'épuisement et on en arrive là. Donc c'est le but, moi je trouve avec les ateliers ou même ce qu'on peut apporter nous, c'est de pouvoir restructurer un peu tout ça et d'amener de la sérénité vraiment dans les entreprises, mais aux dirigeants et aux salariés. Parce que c'est important aussi, oui. C'est-à-dire de faire un vrai travail d'investigation de ce que j'ai besoin et ce que je veux pour mon entreprise. Moi, j'ai mis au point ce que j'appelle des fiches de vision stratégique pour le recrutement et je vais poser des questions très très précises, mais on va sortir des savoir-faire, des savoir-être. Oui, des choses un peu bateau, entre parenthèses. Mais c'est un vrai travail et je vois les chefs d'entreprise, leur cerveau fumer. Alors la première fiche de poste, il me regarde avec des yeux... la première fiche de vision, il me regarde avec des yeux énormes. La deuxième, ok. La troisième, je commence à comprendre. Et là où j'étais super content, c'est sur un accompagnement. En fait, on en a fait 2 ensemble. Et les 5 autres, elle les a terminés. Et elle a géré. Oui, elle a fini par bien comprendre le système, et la façon de faire. Oui. Et elle m'a dit, au bout de 5 minutes en entretien, je sais ou pas si la personne, ça va le faire ou pas. Parce que, qu'est-ce qu'on a posé ? On a posé la valeur. Ouais. Les valeurs qu'elle a besoin. Les valeurs de l'entreprise et qu'est-ce qu'elle recherche ? Les capacités. L'identité de la personne. Et à quoi elle contribue. Je vous invite à poser cette question-là. Souvent, ok, cette personne, je vais la recruter. Elle contribue à quoi dans mon entreprise ? C'est pas elle fait quoi, c'est elle contribue à quoi. C'est peut-être des méthodes un petit peu plus anglo-saxonnes que la France, qu'en France, quelque part. Mais c'est basé sur le process, en fait. Oui, c'est ça. Davantage que sur un CV qui est un peu bateau aussi, quelquefois, d'ailleurs. Et c'est compliqué, en fait, parce que la personne qui est en face de nous, elle a du mal à se vendre. Oui. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que chef d'entreprise ? Je dois vendre mon entreprise pour que l'autre vienne. Donc, il faut que j'ai un message clair. Il faut que je sois aligné avec mes valeurs, que je les incarne, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous choque ? Oui, c'est vrai. C'est que les gens sont désincarnés de leurs valeurs. Oui. Donc, dans le temps, en plus, on avait... moi, je prends mon cas, moi, je suis plus âgé un petit peu. Il y avait une appartenance à l'entreprise, quoi. Voilà. On appartenait à l'entreprise comme, il y avait vraiment un réel échange à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu moins maintenant. On vient travailler et puis on repart chez soi. Mais... Je pense qu'on l'a moins aujourd'hui parce qu'on l'a moins cultivé. On l'a moins travaillé. Ouais. C'est pas qu'une question de génération. Je pense qu'il y a, dans toute génération, il y a des personnes des salariés comme des dirigeants qui ont cette culture d'entreprise. Heureusement, les dirigeants l'ont, mais les salariés qui arrivent à l'avoir. Mais ça vient souvent de la part de la façon dont le dirigeant ou le manager va intégrer ses salariés. Oui, Ce n'est pas qu'une question de génération. Non. Donc c'est cette vision qui doit être retravaillée effectivement. Et puis on sait qu'aujourd'hui que le monde de l'entreprise est en pleine évolution. On est sur une démographie qui est inversée, donc obligatoirement les compétences vont être plus compliquées à trouver. Donc il faut trouver des biais qui puissent permettre aux entreprises quand même d'avoir ces compétences. Alors ça peut être par des outils digitaux, ça peut être par des définitions de postes différentes et travailler sur des valeurs un peu différentes. Donc il y a une mouvance aujourd'hui qui apparaît, mais je pense que la culture d'entreprise peut encore être présente si on trouve la bonne articulation avec de la proximité. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que un chef d'entreprise qui est en saturation, pour lui, c'est très compliqué d'être en proximité dans son management. Oui, sûrement, oui. Et ça, c'est un effet. C'est un petit indicateur que je donne ce soir. C'est est-ce que vous êtes en capacité d'être en proximité. Si vous répondez non, c'est qu'il faut se poser des questions. Peut-être regarder si on a un parachute derrière. Ouais, c'est ça. C'est que vous fonctionnez comment un peu dans vos ateliers ? C'est quoi ? C'est des jeux de rôle ? C'est des choses un peu... Moi, j'aime bien mettre en situation, donner un petit peu de concept, d'expliquer ce qu'on va faire, mais de faire vivre, en fait.
Dans tous les ateliers découvertes que je fais, on part d'un thème. Par exemple, on va prendre les croyances. Ok. Et on va aller expérimenter ça, en fait. D'accord. Mais pareil dans mes accompagnements, pareil dans les coachings stratégiques que je donne, c'est-à-dire que elle peut le dire, parce qu'elle est passée quasiment par toutes les étapes. Oui. En fait, je mets vite les gens en situation, mais à travers le jeu. Parce que quand on joue, eh bien, on commence déjà un peu à se dissocier, c'est-à-dire qu'on prend un peu de hauteur. On se lâche un petit peu. On se lâche un petit peu et ça nous permet d'ouvrir en grand, en fait. Davantage, oui. Voilà. Donc c'est une bonne formule. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que ces ateliers qui sont amenés par le jeu et les échanges, effectivement, moi je vais faire un petit jeu de mots pour le coup. C'est que ces jeux nous amènent au jeu, mais le jeu JE. C'est-à-dire qu'on devient, grâce à tous ces ateliers, soi. Et ça, c'est important pour pouvoir accompagner, je pense, nous-mêmes derrière, ou pour avancer plus vite. Voilà, la confiance et le jeu dans tout son sens. Alors, on va arriver un petit peu à la fin de l'émission. Comment on fait pour vous contacter, si on a besoin de vos services et si on a envie d'apprendre d'autres choses? Moi, sur LinkedIn, d'accord. Directement, sur mon site internet, www.axemergent.com, autrement par téléphone, mais ça vous allez le trouver sur internet. Voilà. Et moi pour aujourd'hui je suis sur LinkedIn, donc Sabine Jean, tout simplement, où vous trouverez mes coordonnées téléphoniques, mon adresse mail. Pour l'instant pas de site internet, j'essaie d'être sur les réseaux déjà. Apparemment j'ai la fibre pour les réseaux. Je sais pas, donc voilà. Autrement pour l'information, donc Julien a écrit un livre qui s'appelle Devenez maître de vos objectifs, qui est vraiment dans le cœur du sujet. Donc on peut l'avoir comment ce livre? Alors moi je suis en auto-édition pour le moment, et en fait c'est d'aller sur la page Amazon, taper Julien Roux. D'accord. Voilà. Et puis je pourrais donner le lien pour le livre et le commander directement, ou m'envoyer un petit mail et je ferai un envoi par la poste. Super. Écoutez, merci pour toutes ces informations. Merci et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Le MAG Emploi,